On va commencer notre séance avec le professeur Aït Ben Qaddour, professeur gynéco-obstétricien à Marrakech et président de l'unité de fertilité à Marrakech. Merci beaucoup. Je tiens à remercier d'abord le comité d'organisation, le bureau du MGM pour m'avoir associé et invité à ce congrès vraiment de très haut niveau. Je félicite le comité d'organisation pour l'excellente organisation et tous les collègues qui sont présents pour leur participation. Donc, il m'a été demandé de parler d'un sujet qui est classique, mais qui nous pose beaucoup de questionnements, pas de problème, mais plutôt de questionnements. C'est celui de la supplémentation au cours de la grossesse. Parce qu'on est passé par des moments où il y avait très peu de supplémentation à des moments où la supplémentation est devenue tellement excessive. Et actuellement, on essaie de revenir à la raison pour une supplémentation qui est justifiée sur le plan scientifique et éventuellement personnalisée pour les profils de patientes. On sait tous que la grossesse est une situation de mise à l'épreuve du corps maternel. C'est une situation où les dépenses énergétiques vont augmenter, mais surtout ce qui est important et ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'augmentation en éléments nutritifs spécifiques qui va augmenter au cours de la grossesse. Et de ce fait-là, les carences sont fréquentes et qui posent des problèmes, que ce soit pour le corps maternel, mais surtout pour le corps fœtal, avec parfois des conséquences sur la morbidité néonatale et la morbidité aussi maternelle du postpartum. Donc la supplémentation est une pratique très très courante dans le suivi des grossesses. Cependant, il y a beaucoup de controverses concernant certains nutriments et donc l'objectif de cette présentation est de mettre au point certains aspects. Donc, comme on l'a dit, les besoins énergétiques des femmes enceintes vont augmenter de manière considérable, surtout au deuxième, troisième trimestre. Donc, on passe de 340 kilocalories à 450 au troisième trimestre. Les besoins en protéines vont augmenter de 46 grammes à 70 grammes. Mais comme j'ai dit, ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout l'apport en micronutriments, puisque la majorité des micronutriments, les besoins vont augmenter et la balance entre l'apport quotidien par une alimentation normale doit être mis en équilibre avec cette augmentation des besoins. Par exemple, l'acide folique, il y a une augmentation de la consommation par l'unité placentaire de 5 microgrammes par jour. Ce qui correspond donc à une augmentation du catabolisme du deuxième trimestre avec une augmentation des besoins chez la femme enceinte de 400 microgrammes, le fer aussi, l'iode, la vitamine D, le calcium et beaucoup d'autres. Donc on va étudier un élément par élément. Il faut aussi considérer, comme je viens de le dire, non pas uniquement la consommation par l'unité fœto-placentaire, mais aussi la consommation maternelle et les déperditions et aussi les apports dans le régime adopté par cette patiente, ce qui nous conduit à identifier des patientes à haut risque de carence que vous connaissez dans la majorité des cas. C'est les patientes d'abord qui ont des vomissements importants. Donc là, c'est des situations où la supplémentation s'impose. La déshydratation, la constipation, des patientes qui ont des pathologies préexistantes, surtout les pathologies digestives qui peuvent entraîner des malabsorptions. Les prises médicamenteuses, celles qui sont bien connues, c'est surtout les antiépileptiques qui sont donc des inducteurs enzymatiques qui vont augmenter le catabolisme de beaucoup de micronutriments, essentiellement des folates, des AVK aussi, les régimes végétariens et surtout les patientes consommatrices d'alcool ou de tabac. Ils ont un haut risque d'avoir des carences nutritionnelles. Avant de passer à la supplémentation, il faut bien souligner l'intérêt d'une alimentation et d'une étude nutritionnelle chez chaque patiente au cours de la grossesse, puisque la majorité des micronutriments peuvent être apportés par une alimentation
équilibré. Ce n'est pas le cas pour certains micronutriments, comme on va le voir. Et donc, il faut faire une petite enquête chez la majorité des patientes pour pouvoir détecter sur quels éléments on doit insister au cours de la supplémentation. Un apport alimentaire de qualité supérieure, avec surtout la consommation d'aliments appropriés, revêt toute son importance et il faut insister sur le fait qu'il faut avoir des aliments à forte densité plutôt nutritionnelle et non pas une densité énergétique qui, comme on l'a bien vu, n'a pas une grande importance pour l'amélioration du pronostic de la grossesse. C'est surtout la qualité de cette alimentation et non pas la quantité qui est importante. Donc, on va parler de l'acide folique. Est-ce qu'il y a un bénéfice à supplémenter l'acide folique? Comment? Chez qui? Pendant combien de temps? Donc, on sait tous que l'acide folique est un cofacteur de transfert du monocarbone. Donc, il a un rôle dans la mitose. C'est des choses qui sont connues. Et donc, ce rôle va avoir un intérêt très, très important puisqu'il y a un fœtus qui se développe et toutes les cellules fœtales sont des cellules à multiplication rapide. Donc, il y a une grande demande en acide folique au cours de la grossesse, surtout au cours de l'embryogénèse, et c'est-à-dire au cours des 3-4 premiers mois de la grossesse. C'est un micronutriment qui est stocké au niveau hépatique. En général, dans les situations normales, le foie peut stocker jusqu'à 4 mois de réserve, mais au cours de la grossesse, c'est une situation de métabolisme très élevée. En général, ces réserves sont très rapidement dépassées. Il est impliqué, l'acide folique est impliqué dans la multiplication de toutes les cellules, et surtout celles à multiplication rapide et essentiellement au niveau cérébral, puisque ça joue un rôle dans le métabolisme des cellules cérébrales et aussi dans la synthèse des neuromédiateurs. Sur le plan épidémiologique, la carence en acide folique est la carence la plus fréquente au cours de la grossesse. Quelles sont les conséquences de cette carence? C'est des choses qui sont assez documentées jusqu'à maintenant. Il y a surtout le retentissement sur le développement du tube neural et il est établi que la carence en acide folique entraîne une augmentation de la fréquence des anomalies du tube neural chez le fœtus. Les anomalies du tube neural qui peuvent être causées par cette carence, la plus connue, c'est le myéloméningocèle, ce qu'on appelle la spina bifida, mais aussi les autres anomalies, notamment les omphallocèles et aussi les anencéphalies. Donc ça, c'est des choses qui sont assez documentées. La corrélation entre cette carence et ces anomalies est établie dans la littérature depuis plusieurs années. Je vous fais grâce de toutes les études qui ont été faites et la majorité de ces études ont été rassemblées dans cette méta-analyse qui date déjà de 7 ans, qui a montré que les patientes qui ont une carence ont plus de risques d'avoir des anomalies du tube neural et que la supplémentation réduit ce risque-là pour le rendre comme la population générale sur des études de très large échelle qui ont été rassemblées sur cette méta-analyse et c'est des études qui sont des essais cliniques randomisés en double aveugle qui ont montré que l'intérêt il est indiscutable. Donc la supplémentation elle a un bénéfice et réduit le risque d'anomalie de fermeture tube neural. Quelles sont les recommandations? Il faut encourager toutes les patientes à avoir une alimentation riche et variée. Et malgré l'alimentation, il est recommandé de mettre en place une supplémentation en acide folique qui correspond à des besoins de 400 microgrammes par jour, et ce, en préconceptionnel et durant les 3 à 4 premiers mois de la grossesse. Ça, c'est des recommandations, c'est-à-dire c'est obligatoire pour toutes les patientes. Maintenant, chez les patientes qui sont à haut risque d'avoir une carence, ou surtout les patientes qui ont des antécédents d'anomalie du tube neural, là, la recommandation, c'est d'instaurer un traitement préventif 12 semaines avant la grossesse qu'il faut prolonger durant les 12 premières semaines de la grossesse avec un dosage de 4 à 5 mg. C'est des doses qui sont thérapeutiques. Ça, c'est les recommandations par rapport à l'acide folique.
Donc, cette diapo, c'est pour rappeler quels aliments sont intéressants à encourager au cours du premier trimestre et même en préconceptionnel. Et vous voyez que donc il y a des aliments qui sont à teneur très forte, mais qui n'ont pas un grand intérêt puisque ce sont des aliments qui ne sont pas très consommés dans la vraie vie. Donc tout l'intérêt, c'est pour les aliments qui ont une teneur moyenne, mais qu'on peut demander aux patients d'augmenter leur consommation. C'est essentiellement des légumes à feuilles qui sont dans la liste et sur ce tableau-là et que la majorité des collègues qui s'intéressent à la nutrition connaissent très bien. Deuxième élément, c'est le fer. Et donc, on sait tous que le fer est un oligo-élément qui est nécessaire pour le fonctionnement de toutes les cellules, mais surtout des globules rouges. Ça a un rôle dans l'érythropoïèse et qu'au cours de la grossesse, il y a une augmentation de l'érythropoïèse du fait de la consommation du fer par le fœtus et aussi par l'augmentation du volume plasmatique, ce qu'on appelle une hémodilution. Je pense que l'ordinateur s'est mis en veille. Voilà, donc heureusement, on a une augmentation de la capacité d'absorption du fer durant la grossesse. Cependant, la forte consommation du fer rend la carence en fer au cours de la grossesse très fréquente et c'est la deuxième carence après l'acide folique. La fréquence de l'anémie ferriprive au cours de la grossesse, bien sûr, elle est très différente en fonction des pays. Au Maroc, je pense que c'est entre 20 et 30% des femmes enceintes qui sont anémiques. Quelles sont les conséquences de l'anémie ferriprive au cours de la grossesse? Il y a un retentissement fœtal puisque les femmes qui ont des anémies vont avoir des risques d'avoir des enfants de faible poids, aussi d'avoir une augmentation de risque d'accouchement prématuré, mais aussi d'avoir des risques d'hémorragie de la délivrance et d'avoir aussi des risques d'hémorragie grave. Est-ce qu'il y a un bénéfice à supplémenter? C'est clair qu'il y a un bénéfice. C'est montré par plusieurs études qui ont été rassemblées dans cette méta-analyse de la Cochrane, qui a rassemblé pratiquement 30 000 patientes et donc qui a permis de montrer que la supplémentation en fer réduit le risque de faible poids de naissance, mais aussi réduit le risque d'anémie maternelle à terme et de ce fait-là, le retentissement de l'hémorragie au cours de l'accouchement. Donc les recommandations, c'est en général, on a deux attitudes. Soit il faut dépister l'anémie au premier trimestre, au deuxième et au troisième, soit instaurer une supplémentation depuis le deuxième trimestre et dépister à la fin du deuxième trimestre pour instaurer ou non un traitement curatif. Donc, les recommandations de l'OMS par rapport au fer, c'est supplémenter une fois par jour toutes les patientes durant toute la grossesse ou au moins à partir du deuxième trimestre à une dose de 30 à 60 mg. Vous savez tous que les recommandations de l'OMS, c'est pour toute la population mondiale et qu'il faut savoir adapter à chaque contexte. Comme j'ai dit, la prévalence de l'anémie chez nous est assez forte. Donc, on a toujours le choix entre une supplémentation préventive de 30 mg depuis le début de la grossesse ou au moins à la fin du premier trimestre. Et il faut obligatoirement dépister une anémie à la fin du deuxième trimestre pour voir est-ce qu'il faut instaurer un traitement curatif à des doses thérapeutiques. Voilà, donc on passe à au troisième micronutriment qui est de la vitamine D. La vitamine D est actuellement, on le sait tous, considérée comme une hormone avec des actions endocrines, paracrines et autocrines. Elle a un rôle bien connu depuis des décennies sur l'absorption, la répartition du calcium, mais il y a aussi une action directe de la vitamine D sur beaucoup d'organes autres que le système squelettique et c'est ce qui fait son intérêt de plus en plus dans beaucoup de pathologies
y compris la reproduction et aussi au cours de la grossesse. Voilà. Sur ce schéma-là, on voit bien sûr le circuit de formation de la vitamine D, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les actions directes de la vitamine D sur l'os, c'est très connu, mais aussi sur le muscle cardiaque, sur l'immunité, sur le métabolisme glucidique, sur... Voilà, donc ce qui nous intéresse au cours de la grossesse, c'est surtout le problème vasculaire et le problème de métabolisme glucidique, puisque donc là, cette diapo montre que la vitamine D a des actions non classiques sur le placenta, sur l'ovaire, sur l'endomètre, sur le système immunitaire. Donc, elle va jouer un rôle aussi dans l'implantation, la vitamine D, et aussi dans le métabolisme glucidique et aussi sur le secteur vasculaire. Donc, beaucoup d'études ont montré que outre le rôle majeur dans la minéralisation du squelette fœtal et pour lequel la supplémentation qui était recommandée par l'OMS il y a déjà plusieurs années qui visait à augmenter la minéralisation osseuse du squelette fœtal et donc de ce fait-là réduire le risque de déminéralisation en postnatal. Ça, c'est des choses qui étaient établies. Cependant, plus récemment, il y a un intérêt aussi pour les pathologies gravidiques puisque plusieurs complications obstétricales ont été identifiées comme associées à la carence en vitamine D, notamment la préclampsie et le diabète gestationnel. Aussi l'hypotrophie fœtale et l'hypocalcémie néonatale. Il faut identifier les patientes. Donc là aussi, on a une double possibilité, soit doser la vitamine D au cours de la grossesse chez toutes les patientes, ce qui n'est pas une recommandation internationale, mais c'est une possibilité, ou bien identifier les patientes à haut risque d'avoir une carence, surtout les patientes qui ont une exposition limitée au soleil, qui ne consomment pas beaucoup les aliments riches en vitamine D, l'âge maternel avancé, l'obésité est le facteur de risque le plus important, et aussi les patientes qui ont des syndromes de malabsorption pour instaurer une supplémentation systématique, et là c'est durant toute la grossesse. Quel est l'intérêt de cette supplémentation? Ça a été montré par plusieurs études qui ont été rassemblées, donc 5 essais randomisés rassemblés dans cette méta-analyse et qui montrent que la supplémentation en vitamine D permet de diminuer le risque de préclampsie, de réduire aussi le risque d'accouchement prématuré et aussi de réduire le risque de diabète gestationnel. Voilà. Par contre, ces études ont montré que la supplémentation qui était recommandée il y a déjà plusieurs années pour améliorer la minéralisation osseuse chez l'enfant n'était pas très efficace et que avec ou sans supplémentation, ça ne change pas la minéralisation osseuse chez l'enfant. Donc l'intérêt, c'est beaucoup plus pour les pathologies gravidiques de supplémenter la vitamine D. Donc les recommandations, c'est il faut toujours conseiller aux patientes en préconceptionnel et durant la grossesse de consommer les aliments qui contiennent de la vitamine D et que les patientes, donc c'est une option de leur proposer une supplémentation systématique à des doses de 10 microgrammes, ce qui est équivalent à 400 unités par jour. Donc les patientes qui ont des facteurs de risque de carence, il est recommandé d'instaurer une supplémentation. Quatrième oligo-élément, c'est le calcium. Et donc, c'est un oligo-élément qui est très bien connu dans la minéralisation, mais aussi c'est un médiateur intracellulaire de toutes les actions de toutes les hormones. C'est un médiateur important et surtout dans le secteur vasculaire. Et donc, ceci a suscité l'intérêt pour l'étudier la supplémentation du calcium dans l'objectif de réduire le risque de l'hypertension artérielle gravidique et de la préclampsie. Et donc, beaucoup d'études se sont intéressées à ça. Et donc, une étude de la Cochrane qui date déjà de 10 ans avait montré qu'une supplémentation au cours du deuxième trimestre en calcium chez les patientes qui ont une consommation faible de calcium va permettre de diminuer le risque de préclampsie chez ces patientes-là. Et donc, les recommandations de l'OMS,
c'est de faire une petite enquête nutritionnelle. Il faut demander tout simplement aux patientes au premier trimestre, est-ce qu'ils consomment des produits contenant du calcium, des produits laitiers, mais aussi les autres aliments riches en calcium. Si c'est négatif, il faut instaurer une supplémentation à partir de 20 semaines de la grossesse à des doses de 1 à 2 grammes. Il ne faut jamais dépasser 3 grammes. Donc voilà, ça c'est les recommandations de l'OMS de 2013 et qui sont toujours d'actualité puisque dans la nouvelle version, ces mêmes recommandations ont été reconduites. Donc c'est de 20 semaines jusqu'à la fin de la grossesse, évidemment pour les patientes qui ne consomment pas des aliments riches en calcium. L'iode, donc c'est un précurseur de synthèse des hormones thyroïdiennes. Vous connaissez tous l'intérêt des hormones thyroïdiennes dans le développement surtout cérébral et les risques de l'hypothyroïdie maternelle sur le développement mental néonatal. Et donc, l'intérêt d'étudier la supplémentation en iode chez les femmes enceintes. Surtout que dans beaucoup de régions de notre pays, la carence a une prévalence qui est élevée. Heureusement que le Maroc fait partie des pays qui ont instauré une politique de supplémentation en iode. Donc, les pays en général sont très différents. Au Maroc, ça a été choisi de le faire dans le sel et ça a permis de réduire de manière considérable la carence en iode et de réduire aussi les conséquences néonatales et la fréquence de l'hypothyroïdie néonatale. Cependant, il y a des patientes ou des femmes qui ont des situations qui les mettent toujours à haut risque d'avoir une carence en iode. C'est surtout les patientes qui habitent dans des zones de carence, les grossesses rapprochées, le tabagisme, qu'il soit passif ou actif. Et j'insiste sur le tabagisme passif parce que nous avons fait une étude au CHU de Marrakech sur le retentissement du tabagisme passif sur l'évolution de grossesse et nous avons trouvé que les patientes qui avaient un tabagisme passif avaient beaucoup plus de risque de retard de croissance intra-utérin et d'hypotrophie fœtale par rapport aux patients de la population générale. Donc je ferme la parenthèse. Et donc il y a un intérêt à supplémenter l'iode chez les patientes qui sont à haut risque. Dans la population générale, le bénéfice n'a pas été démontré. Donc les autres oligo-éléments, je passe très rapidement. La vitamine B12, l'intérêt est bien connu puisque c'est une vitamine qui est indispensable pour le cycle cellulaire, rôle aussi dans le développement neurologique et de l'érythropoïèse. Cependant, la prévalence de la carence est très faible et les besoins. Oui. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez. Voilà. Donc, les besoins sont en général remplis par les apports alimentaires usuels, sauf patientes qui sont connues pour des problèmes de malabsorption, donc pas d'intérêt à supplémenter la vitamine B12 chez les patientes. La même chose pour les vitamines du groupe B, puisque c'est connu que les vitamines B ont un rôle dans la réduction de la sévérité des nausées et vomissements. D'ailleurs, un des traitements de première intention des vomissements gravidiques, c'est la vitaminothérapie B. Donc, c'est quelque chose qui est dans les recommandations. La carence en vitamine B6 est aussi associée à des problèmes de carie dentaire chez les femmes enceintes. Et on sait actuellement que les problèmes dentaires, surtout les parodontites, sont associés à des problèmes d'accouchement prématuré. Donc, les patientes qui ont des problèmes à mauvais état dentaire sont des patientes à risque d'avoir des accouchements prématurés et des ruptures prématurées de membrane. Donc, d'où l'intérêt de la santé buccale chez les patientes enceintes. Mais pour la supplémentation systématique des vitamines du groupe B, il n'y a pas d'étude qui a montré l'intérêt à faire cette supplémentation chez toutes les femmes. Donc, il faut juste identifier les patientes à risque pour pouvoir instaurer une supplémentation personnalisée. La vitamine K, aucun intérêt à supplémenter, sauf patiente qui est sous traitement particulier ou qui a
une cholestase gravidique par exemple, ou les patientes qui sont sous traitement inducteur enzymatique comme les anticonvulsivants. Le magnésium, prescription très courante sur des symptômes, il n'y a aucun intérêt à supplémenter toutes les femmes enceintes par le magnésium. Ça n'a jamais été démontré comme bénéfique sur n'importe quel paramètre de la grossesse. Le zinc aussi, la vitamine C, pas d'intérêt à supplémenter les patientes enceintes. Donc, pour arriver à la vitamine E aussi, beaucoup d'études réalisées par ces effets, pour étudier les effets antioxydants de la vitamine E et voir est-ce que ça améliore le pronostic de la grossesse, il n'y a pas de bénéfice. Donc, pour arriver à la conclusion et dire qu'il y a des supplémentations qui sont obligatoires, ça veut dire si on ne prescrit pas, c'est une faute médicale, c'est uniquement l'acide folique. Il y a des supplémentations très probablement utiles, c'est le fer, le calcium et la vitamine D. Dans notre pratique, on supplémente pratiquement toutes les patientes avec le fer et la vitamine D. Et pour le calcium, comme j'ai dit, je pose la question générale en fin de premier trimestre pour voir est-ce que le régime alimentaire contient du calcium ou non. S'il ne contient pas, on supplémente à partir de 20 semaines. Probablement utile l'iode surtout, et des supplémentations inutiles, c'est le magnésium, la vitamine B6, la vitamine C et la vitamine E. Voilà, donc je suis arrivé à la fin de ma présentation. Je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, professeur Aït Ben Qaddour. Vous avez été très pointu sur le timing. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je crois qu'on pourrait tolérer une ou deux questions. Je pense qu'on a un petit peu gagné du temps sur la présentation, donc en profitez pour les questions. Merci pour votre exposé. J'ai vu sur une slide que vous avez mis l'association de la vitamine D et calcium, risque de fausse couche ou l'accouchement prématuré. Oui, exactement. Pourquoi? Supplémenter systématiquement, je ne sais pas la physiopathologie, mais ça a été montré sur quelques études que supplémenter systématiquement durant toute la grossesse les patientes par la vitamine D et le calcium depuis le premier trimestre augmente le risque d'accouchement prématuré. C'est des études, c'est des données statistiques. Sincèrement, je ne sais pas, je n'ai pas compris la physiopathologie derrière. S'il vous plaît, la place du fer injectable chez la femme enceinte, d'autant plus qu'il y a des catégories des femmes qui présentent des épigastralgies sévères et qui ont diagnostiqué HP positif. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Merci. Voilà, le fer injectable, il a un intérêt thérapeutique, donc ce n'est pas de la supplémentation préventive. Et donc, c'est en général soit après échec de traitement par voie orale, soit après intolérance importante. Et donc là, j'insiste sur le fer qui est sous forme liposomale, associé à des micronutriments qui facilitent l'absorption. Et si, bien sûr, on a une anémie qui justifie un traitement martial et la tolérance est mauvaise, même avec le fer liposomal, en général, il faut passer à l'injectable. Situation vraiment rare, sincèrement, dans notre pratique. C'est exceptionnel d'avoir recours à du fer injectable, surtout avec les effets secondaires et les risques qu'on peut avoir. Nous, on le fait en milieu hospitalier, jamais en ambulatoire. Une hospitalisation de jour pour l'injection parce qu'il y a des accidents qui peuvent arriver avec le fer injectable. Merci, professeur Ben Qaddour. Est-ce que la supplémentation du mari, la supplémentation pour le mari, est-ce qu'elle a son rôle et elle a son intérêt dans... C'est toujours intéressant. Non, c'est pour... Pour le confort psychologique de la femme enceinte. Non, moi je parle, est-ce que j'ai lu dans quelques... Oui, bien sûr, la supplémentation. C'est pour les spermatozoïdes. Donc, il y a la présentation du professeur Sfaroui qui va parler de l'intérêt des antioxydants. Évidemment, il y a un intérêt en préconceptionnel. Ça a été bien documenté que
les problèmes de stress oxydatif sur le spermatozoïde, ce n'est pas uniquement l'infertilité, mais aussi le pronostic de la grossesse, notamment les fausses couches. Donc je pense que ça va être bien traité avec mon ami professeur Sfraoui tout à l'heure sur les antioxydants. Je vous en prie. Oui, il y a une question. Merci bien. Quand est-ce que la femme enceinte doit débuter le fer? Le fer, en tant que traitement préventif. Préventif, deuxième trimestre, juste pour éviter les effets secondaires au premier trimestre. Le fer, non, à la fin du premier trimestre. Bien sûr, si vous n'avez pas une anémie qui est documentée, si vous avez un syndrome clinique d'anémie, il faut faire le bilan. Si la supplémentation, c'est à la fin du premier trimestre, parce que le fer est mal toléré au premier trimestre, vu les signes sympathiques de la grossesse. Oui, il y a une question de l'autre côté. Merci, professeur Moukhador, pour vos messages pertinents lors de vos expositions. Maintenant, c'est reconnu par les nutritionnistes une corrélation étroite entre la supplémentation en acide folique et le risque des cancers colorectaux et pulmonaires chez la femme. Comme solution, c'est qu'il faut supplémenter par des principes plus actifs comme le 5e MTHF, c'est-à-dire de l'acide folique. Le problème, c'est que le produit devient très, très cher. Qu'en est-il au Maroc? Surtout qu'il y a une supplémentation anarchique par la vitamine B12. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Je ne sais pas. Sincèrement, à ma connaissance, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Désolé. Je crois qu'on va prendre une dernière question. Merci, cher professeur. Je veux savoir la place de principe B ou bien vitanivril dans les vomissements gravidiques. Parce que le traitement des vomissements gravidiques, justement, ça me permet de mettre un petit peu le point sur ça. Malheureusement, donc, selon les recommandations internationales, le traitement des vomissements gravidiques, ça commence par la doxyalamine, qui est le traitement de première intention, avec la vitaminothérapie B, en général, la B6, la B9. Malheureusement, on n'a aucun produit au Maroc dont le dosage est adapté à la femme enceinte. Les complexes de vitaminothérapie B qui sont commercialisés sont un petit peu surdosés, mais dans la pratique, on les utilise comme traitement de première intention avant de passer aux antiémétiques. Vous savez, les antiémétiques, ce sont le traitement de troisième intention normalement des vomissements gravidiques. Ce n'est pas ni première ni deuxième, vu les risques de ces médicaments de dyskinésie tardive notamment. Et il y a des cas de dyskinésie tardive rapportés dans la littérature suite à des prescriptions d'antiémétiques prolongées au cours de la grossesse. Donc, heureusement, actuellement, on a la doxyalamine qui vient d'être commercialisée au Maroc, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc, moi, avant, j'utilisais des antihistaminiques classiques, anti-H1, qui sont très efficaces, qui ont l'inconvénient d'avoir des effets sur la vigilance, donc somnolents, mais qui étaient très efficaces. Écoutez, on aura toujours des questions pour professeur Aït Ben Khaddour. On aura l'occasion. On vous remercie infiniment. Merci.